Bonjour à toi, le format des épisodes évolue et s'adapte à tes retours. Pour te permettre une écoute plus fluide, chaque sujet sera traité en 3 épisodes, respectivement attribués à une rencontre, une personne. Tu écoutes la première rencontre du deuxième sujet d'ipséité nommé « Être français ou française et d'origine étrangère ». Excuse-moi, Raph, ça veut dire quoi ipséité ? L'ipséité est ce qui fait que tu es toi-même et non pas autre chose. Je suis Raphaël Ponce, homme cis, blanc, homosexuel, et j'ai eu l'envie de te proposer un nouvel espace de rencontre par ce podcast. Dans le cadre de ce sujet, tu as l'opportunité de rencontrer 3 personnes, 3 Français et Françaises. Ces 3 Français ont des origines de pays étrangers ou de territoires historiquement étrangers. Pour ce sujet, j'ai fait le choix de rencontrer des personnes racisées aux origines non européennes. Toutes nées en France, ces personnes ont grandi et évolué en France. Au cours de leur vie, leurs origines ont déterminé en partie ce qu'elles sont, leur rapport aux autres, mais aussi le comportement d'autrui à leur rencontre. Au cours de cette première partie, tu vas rencontrer Safia, française et d'origine algérienne. Nous parlerons de son parcours de vie, de la représentation des personnes algériennes en France et de la richesse d'être issue de plusieurs cultures. J'ai volontairement posé certaines questions liées à des stéréotypes pour pouvoir les déconstruire et les comprendre. Je te propose tout de suite de rencontrer Safia, que j'ai connue dans le cadre de mes études de travail social. Bonjour Safia. Bonjour Raphaël. Je t'accueille aujourd'hui dans le cadre de l'épisode Être française et d'origine étrangère. Est-ce que tu peux nous présenter un petit peu qui tu es dans un premier temps ? Alors, donc moi je m'appelle Safia, j'ai 28 ans, je suis éducatrice de jeunes enfants et je travaille dans la protection de l'enfance. Ok. Donc moi je suis d'origine algérienne de mes 2 parents, algérienne kabyle. Ok. Voilà. Tu as grandi depuis ta naissance en France ? Je suis née en France et mes parents sont arrivés en France. Ma mère avait 1 an et mon père avait 7 ans. Donc tu vois, ils ont vécu toute leur vie quasiment en France, quoi. Est-ce que tu as rencontré des difficultés par le fait d'être d'origine étrangère ? Ben, disons que je dirais que les difficultés, elles se vivent au quotidien, de par mon physique, parce que je suis quelqu'un de très typé, donc du coup, vous ne me voyez pas, mais j'ai les cheveux très frisés, je suis mate de peau, j'ai les yeux noirs, et j'ai pu connaître des discriminations, mais dans tout cadre, hein, au restaurant, je sais pas, dans des magasins avec des vendeurs, en cours avec des professeurs. Et ça a pas été dit directement, mais c'est des choses qui, au fil du temps, se devinent. Et quand il y a des proches qui remarquent ça et qui nous disent est-ce que c'est pas parce que t'es maghrébine ou quoi que ce soit, c'est des choses qui nous font réaliser en fait la situation, tout simplement. Et est-ce que tu te souviens de la première fois où tu réalises ça ? Alors, je sais pas si c'est la première fois, mais je pense que c'est la fois qui m'a le plus marquée. Ouais. Et c'est surtout parce que ça ne me concernait pas moi, ça me concernait ma mère. Et je pense que quand ça concerne des proches, on est encore plus impacté en fait par la situation. Et si tu veux, j'étais avec ma sœur dans une boutique. On essayait beaucoup de vêtements, donc on mettait du temps concrètement. Et en fait, du coup, ma mère nous attendait dans la boutique. Et ce qui fait qu'elle flânait en fait dans le magasin, sans rien toucher, parce qu'elle n'était pas du tout intéressée par les vêtements. Mais quand on a terminé et qu'on est sorti, je suis incapable de te dire si on a acheté ou pas, mais je pense que vu que le temps qu'on a mis, je pense qu'on a acheté des choses. Et au moment de sortir, en fait, le vendeur est sorti en même temps que nous, avec plein d'antivols dans la poche, pour que ça sonne clairement. Donc ça a sonné, et donc il a dit ben mesdames, on va regarder le sac. Et clairement, il a pris le sac des mains de ma mère et il l'a fouillé à pleine main, ce qui est totalement interdit. Hein, parce que je ne sais pas si tu sais, quand on se fait fouiller le sac par un vigile, c'est nous qui ouvrons le sac et le vigile qui regarde. Il n'a pas le droit de mettre la main à l'intérieur. D'accord. Et là, c'était un petit peu violent. Je devais avoir 18-19 ans, donc ma grande sœur a beaucoup plus parlé, plus intervenue que moi. Mais c'est la chose qui m'a le plus choquée dans ma vie. D'accord. Je m'en souviens encore comme si c'était hier, quoi. Déjà, c'est fou. Je dis aussi dans le cadre de la scolarité, perso, moi, je vois des décalages de l'histoire, surtout quand on parle de l'histoire de la communauté algérienne en France. Est-ce que tu as senti un décalage entre ce que tu connais de cette histoire-là, du vécu que peut aussi a pu être transmis dans le cadre de ta famille ou de ton entourage, et finalement ce qu'on voit médiatiquement et dans les cours ? Alors,
Problème, on va dire c'est un problème et c'en est pas un. Parce que concernant la guerre qu'a vécu mes grands-parents, etc., et mes parents à leur plus jeune âge, enfin surtout mon père, ça nous a pas été transmis. Rien nous a été raconté comme si c'était tabou. Après, c'est d'une violence sans nom, donc je peux le comprendre. Bien sûr. Et on n'est pas finalement au courant de grand chose. On ne sait pas ce qui s'est passé. Alors que quand je te raconte ça, j'ai l'impression qu'on parle d'une génération très au-dessus, alors qu'il s'agit juste du père de mon père, tu vois. Mais je suis pas au courant en fait de ce qui s'est passé, sûrement parce que c'est traumatisant. Donc c'est pas quelque chose, je pense, que tu peux échanger. Enfin, dont tu peux échanger facilement, encore moins avec tes proches et ta descendance. Donc, j'arrive pas à faire le lien étroitement avec les médias, puisque moi, j'en sais pas trop. Tu vois ce que je veux dire? C'est compliqué. Ok. Et est-ce que tu as, de par le fait de grandir dans une famille d'origine étrangère, d'avoir une culture perçue comme étrangère aussi en France, ça t'a apporté des forces et ça t'a donné aussi des accès et des possibles en plus que tu perçois, toi? J'imagine, je pense être une personne ouverte d'esprit. Et je pense que ça, c'est une force qui émane de tes origines parce que d'autant plus avec la culture maghrébine, c'est une culture tellement différente de la culture française, etc. Que quand tu grandis avec ce métissage avec les deux, tu es obligé d'être non-jugeant avec les autres cultures parce qu'elles sont tellement différentes que et tu as grandi avec ça, tu as connu ça depuis tout petit, donc ouais, je pense que c'est une force à ce niveau-là, niveau ouverture d'esprit. Est-ce que c'est pas aussi appartenir à une minorité qui te fait être sensible à la tolérance aussi, Exactement. subir C'est ça, exactement. ça, Oui, t'as tout dit. C'est vrai que comment dire, les cultures qu'on voit très peu, qui sont très particulières. Alors là, j'ai pas de nom en tête, donc je vais pas te citer d'exemple, mais qu'on peut juger facilement, tu vois, parce que c'est des choses vraiment différentes des choses qu'on peut voir dans notre pays. Certaines personnes vont dire ah ils font ça, etc. Mais moi c'est pas quelque chose qui va me traverser l'esprit parce que, encore une fois, plus rien ne me choque, tu vois. J'ai grandi avec deux cultures qui sont vraiment différentes, pour pas dire opposées, parce que pas opposées, mais bon, vraiment différentes. Donc voilà, non, je pense que c'est une force à ce niveau-là. Avec les mouvements Black Lives Matter et tout ce qu'il y a eu ces derniers mois, j'ai découvert par le Tania de Montaigne le processus d'assignation où finalement le fait qu'on appartienne à une communauté fait que l'acte individuel d'une personne appartenant à cette communauté fait générer une généralisation. C'est-à-dire, par exemple, il y a des personnes d'origine algérienne qui peuvent voler, être délinquants. Et il y a une assignation très forte dans la communauté algérienne et maghrébine où finalement on entend beaucoup toute la question même généralisée aux Arabes de problématiques. Est-ce que tu as subi ce phénomène d'assignation dans ta vie? Alors du coup, pas directement, mais j'ai déjà entendu plein de phrases comme celle-ci. Je vais te citer un exemple, le terrorisme. C'est clairement l'exemple le plus flagrant qui a été généralisé à tous les Arabes, clairement. Après, c'est parfois tourné sous la forme de l'humour. Mais quel humour, quel genre d'humour c'est? Est-ce qu'on doit rigoler à ça? Il y a un Arabe, est-ce qu'il n'a pas une bombe? Est-ce qu'elle cache pas une bombe sous son voile, etc. C'est des phrases qu'on a tous entendues. Et oui, j'ai déjà entendu plein de remarques comme ça. Et parfois, les gens se permettent des choses. Et j'ai envie de leur dire, tu t'oublies, je suis là, je t'entends. Je suis d'origine maghrébine, donc ça peut être un peu blessant parfois. Les gens ne se rendent pas compte. Je pense. Et alors, le fait de vraiment métisser aussi dans ta question des cultures, ce que tu parlais tout à l'heure, du fait d'associer les deux, de te construire avec les deux. Est-ce que tu as déjà entendu cette phrase? Toi, tu es une bonne arabe. Oui, c'est des choses que j'ai déjà entendues. Encore une fois, pour faire le lien avec l'image des Arabes dans les médias, etc.
des personnes du coup qui vont pas forcément connaître d'arabe dans la vraie C'est vie. ça. Ils vont me connaître moi, ils vont connaître ma famille, ils vont dire ah mais en fait vous êtes gentil dans ta famille. Ça c'est une Oui, phrase que ouais, j'entends depuis gamine. Vraiment ouais. c'est tu vois. Donc oui c'est quelque chose que j'ai déjà entendu bien sûr. Ok. Changement de sujet. Alors, pour toi, est-ce que tu arrives à définir ce qu'est être français et est-ce que pour toi française aujourd'hui? Comme ça, à première vue, je dirais que c'est quelqu'un qui respecte les lois de la République, les valeurs Mm. françaises, je pense. Mm. Un bon Et citoyen, quoi. ouais, respecter la loi, c'est déjà pas mal. Euh, Est-ce que toi, tu te sens française, appartenante? Moi, je me sens clairement française. C'est les autres qui, pas tous, Mm. qui parfois me font ressentir le contraire. Mhm. Mais moi, j'ai jamais douté de ça. Ma perception, c'est vrai, de quelqu'un qui est français, il y a le caractère de la loi, évidemment, mais je le perçois sur simplement la nationalité. Mhm. Et après, c'est peut-être plus complexe, des doubles nationalités, des parcours différents, mais pour moi, une nationalité, elle implique généralement une vie sur le territoire à partir de ce moment-là. Tu es français et après, on rentre dans des diversités, mais qui débordent et qui sont dans les différentes couleurs de ce qu'est être français. Mais c'est simplement mon point de vue que je veux exprimer. Bien sûr. Donc la question qui me vient, Safia, c'est de savoir, pour toi, qu'est-ce qui viendrait arranger la situation? Qu'est-ce qui viendrait faire que des personnes qui ont des a priori, des stéréotypes sur des communautés, quelles qu'elles soient, en lien avec l'origine ethnique, euh, dépassent leurs préjugés? Mhm. Mais écoute, j'ai une chose à dire. Éteignez votre télé. Éteignez BFM. Ouais. Non, mais clairement, pour moi, on en a beaucoup discuté avec ma mère. Et on s'est dit, en fait, dans les médias, c'est clairement du bourrage de crâne, en fait. C'est des infos en boucle et c'est négatif, forcément. Donc, les gens vont intégrer ça dans leur cerveau, mais c'est forcément inconscient, tu vois. C'est le fait de répéter, par exemple, 21 fois, tu vois, quand ça crée une habitude, etc. Quand tous les jours, tu vois dans les médias, à la télé, des choses négatives, qui sont vraies, je suis d'accord, mais où est le positif dans tout ça? Il y en a plein de positifs. Tu vois, je dis souvent une phrase à mes amis, je dis, si tous les Arabes, on était tous pareils, mais ce serait la guerre, ce serait l'apocalypse. Vous avez vu, on est nombreux, mais il y en a partout dans tous les coins de rue. Ils me disent, ah ouais, c'est vrai, Safia, t'as raison. Ben oui, bien sûr, parce que on est dans l'a priori du média, ah ben celui qu'on croise dans la rue, c'est celui que j'ai entendu aux infos il y a 1 heure, donc il faut voilà, éteindre sa télé. Je pense qu'il faut arrêter les a priori, apprendre à connaître la personne. Quand je dis apprendre à connaître la personne, c'est pas faire ami-ami avec lui, hein, c'est l'observer, voir que, ah, mais finalement, non, il est pas. Ouais. Enfin, tu vois, il n'est pas comme ce que. Enfin, Ce qu'on m'a montré, quoi. voilà, exactement. Et c'est intéressant que tu parles des médias, parce que à chaque fois il y a des débats, finalement les personnes concernées sont peu représentées à l'écran. C'est souvent des personnes blanches ou avec le diplôme à la limite qui permet d'eux, C'est vrai. qui légitime les propos. Mais est-ce que c'est pas ça aussi le problème de ne pas représenter personne à l'écran? Alors, ce qui me gêne, c'est que, en plus, comme tu dis, de ne pas avoir de grands visages représentatifs, en face de ça, il va y avoir des Éric Zemmour qui ont des propos, J'allais t'en parler. Voilà, qui ont des propos, mais pour moi, mais totalement aberrants. Et en plus de ça, qui est réinvité juste derrière dans une autre émission, sur une autre chaîne, qui a une chronique pas journalière, pas quotidienne, mais tu vois, qui vient régulièrement faire des émissions. Et là, on se dit, c'est incroyable parce que tenir des propos comme il a tenu, avec une ampleur pareille, est-ce que ce serait passé avec une autre communauté? Enfin, voilà, des fois, il y a des choses comme ça qui me viennent à l'esprit. Je sais pas, je me pose des questions. Mais en plus du problème de simplement les propos qui sont hors la loi, c'est que pour moi, quand ils sont exprimés sur un plateau télé, on n'est plus sur de la liberté d'expression, parce que si on t'offre la possibilité de t'exprimer publiquement, c'est que ton avis, il est possible, il est autorisé, et qu'il prend beaucoup de place
Enfin, on a Éric Zemmour en grand exemple, mais je pense qu'on peut penser à plein d'autres personnes Bien sûr. qui sont débordants. Mhm. Et pour moi, c'est le gros défaut de la télévision et des médias aujourd'hui, c'est que l'intolérance peut être une liberté d'expression. Exactement, et totalement banalisé, surtout. Ouais, c'est ça. C'est vrai. Et, et par ça, alors c'est difficile à percevoir parce que forcément tu grandis ou quoi que ce soit, est-ce que tu as l'impression que l'expression de l'intolérance, en tout cas dans ton parcours, tu l'as senti plus développée qu'à un autre moment? Quand tu dis dans mon parcours, c'est... Rencontrer, toi, enfin, de façon à ce qu'on soit sur les faits, quoi, pas tant sur des chiffres ou quoi, est-ce que toi, tu as l'impression qu'aujourd'hui, on est plus ouvertement raciste Mhm. euh, que ce n'était le cas avant? Eh bien, écoute, je pense qu'avec les réseaux sociaux, les gens s'expriment beaucoup plus facilement. Et je peux te dire que pour trouver des commentaires racistes, j'en ai pas pour longtemps. Ouais. Voilà, il suffit d'aller sur un petit post avec beaucoup de commentaires, tu cliques et ça arrive très vite, quoi. Donc, est-ce que les gens sont plus racistes qu'avant? Je n'en sais rien, parce qu'avant, j'étais très jeune, donc je n'étais pas préoccupée par la question. Mais en tout cas, c'est quelque chose que je vois beaucoup sur les réseaux aujourd'hui. Et puis, encore une fois, c'est des petites phrases que j'entends en soirée, donc avec des gens qui sont dans mon entourage, des fois, des petites phrases qui sont lâchées. On se dit, ah, c'est un peu border ça. Tu vois, c'est pas quelque chose qui se tirait normalement, quoi. Tu vois. Tout à fait. Et il y a des choses dans ton parcours où tu t'es dit, bon, ça, je vais pas le faire. Même aller à une soirée ou des choses très banales de la vie quotidienne où tu te dis, je vais pas le faire, je vais pas y aller parce que je sens que. Totalement. Totalement. Ouais, bien sûr. Ça m'est arrivé plein de fois. Ouais. Mais écoute, à partir du moment où j'entends certains propos, je vais avoir des blocages, tu vois, ce qui est normal. Donc, ouais, et vu que je pense être quelqu'un d'assez entière, j'ai du mal un peu à cacher mes sentiments, mes émotions. Ouais, il m'est arrivé plein de fois de couper court aux soirées, aux conversations, aux personnes, tout court. Ouais, bien sûr, ça m'est arrivé plein de fois. Et quand tu exprimes ce que tu ressens par rapport à une réflexion qui est déplacée, raciste, souvent on te renvoie quoi? Eh ben, écoute, encore une fois, quand j'ai entendu des phrases comme ça, un petit peu hors contexte, j'ai déjà réagi plein de fois, mais sans aller trop loin dans mes propos, parce que je sais pas si c'est utile, si la personne, en fait, se rendrait vraiment compte. Tu vois, je pense que si tu te mets en face d'une personne et que tu lui dis écoute, tes propos ont été racistes à tel moment, elle va dire moi, ma raciste, mais pas du tout. D'ailleurs, il y a une scène qui me revient, ça m'est déjà arrivé. Une amie qui a déjà tenu, c'est une très bonne amie qui a déjà tenu des propos un peu bizarres. Ça m'a travaillé, j'ai rien dit sur le coup parce que je me suis dit ça m'embête. Si elle pense ça, c'est embêtant, quoi. Ouais. Et du coup, j'en ai parlé la fois d'après, on a mis les choses à plat, elle m'a dit pas du tout, t'as mal interprété les choses. Mais cette question, elle est dure. Ouais. Franchement. Je comprends. Dans toute cette expression de lutte antiraciste qui existe aujourd'hui, je me suis rendu compte, et peut-être que je me trompe, mais que quand on dit que quelqu'un est raciste, les personnes se limitent à la définition du raciste type extrême droite, vraiment exprimé ouvertement, très radical, et que le racisme, c'est pas forcément que l'extrémisme de ça, c'est toute une culture où finalement, en fait, ça peut être très fin, ça peut parfois être juste de l'humour, ça peut être des propos, des façons dont on pense des personnes sans qu'il y ait une intention raciste, mais que finalement, ta pensée, elle est raciste. Et que c'est difficile de faire entendre aux personnes qui pensent bien faire qu'elles ont blessé. Et que souvent, c'est la réaction qui se passe, c'est non mais t'as mal compris parce que c'était pas mon intention. Sauf qu'en fait, le fait est que c'est blessant. Bien sûr. Et que c'est potentiellement raciste. Bien sûr. Voilà. Tu as tout dit. On va être déjà sur la dernière question. Qu'est-ce que tu dirais à une personne qui est en difficulté et qui rencontre du racisme régulièrement? Qu'est-ce que tu dirais à cette personne de faire, d'engager ou de mettre en place pour évoluer et vivre mieux ce qu'il est? Écoute, moi, ce que je dirais à ces personnes,
C'est donc du coup, n'ayez jamais honte de vos origines, n'ayez jamais peur. C'est beau, c'est une force, c'est une richesse des cultures, c'est encore une fois une ouverture d'esprit. Et pour moi, le meilleur moyen de faire taire tous ces gens qui ont des a priori négatifs, etc., c'est surtout pas la violence, c'est être le meilleur de soi-même, ne pas répondre aux attaques, marcher tête haute, être fier de soi et tout ira mieux. Voilà, ça les fera taire parce qu'ils n'auront pas d'arguments en face, il n'y aura rien à dire, on sera irréprochable et c'est tout. Merci beaucoup, Safia. Merci à toi, Raphaël. La rencontre avec Safia m'a permis de mesurer les multiples formes que peut prendre le racisme et la place qu'il a dans tous les espaces. Je reste toujours effaré des stéréotypes posés sur les Algériens, les Maghrébins et les Arabes. Ces généralités sont très fortes et nous en parlerons aussi avec Maria Maëlle qui évoquera les diversités des pays d'Afrique de l'Ouest et de ce qu'a été pour elle de grandir en tant que personne racisée en France. Pour rencontrer Maria Maëlle, je t'invite à écouter la deuxième partie du sujet. Autrement, n'hésite pas à me faire tes retours et à échanger avec moi par le biais du compte Instagram ipséité.podcast. A tout de suite.